Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent soufflait fort ce soir-là sur les rues désertes de Charleston, en Caroline du Sud, balayant les feuilles mortes et soulevant parfois les journaux abandonnés sur les trottoirs. L'air était chargé d'humidité et de sel, venant du port tout proche. Le ciel, couvert de nuages bas, semblait peser sur la ville entière, comme une menace silencieuse suspendue au-dessus de têtes déjà fatiguées. Les réverbères, plantés à intervalles irréguliers, projetaient une lumière jaunâtre et tremblotante sur le trottoir glissant. Chaque flaque d'eau reflétait des éclats d'ampoules mourantes, comme des promesses brisées. Les voitures passaient en trombe, sans ralentir, emportant dans leur sillage l'indifférence glaciale d'une ville trop habituée à la misère. Au coin de la 7th avenue, là où les vieux bâtiments industriels côtoyaient des motels miteux, une silhouette fragile avançait lentement, courbée sous le poids du vent, mais surtout sous le poids du désespoir. Une jeune femme, le visage fatigué, les traits tirés, les chaussures trempées. Dans ses bras, emmitouflé dans une vieille couverture, un petit garçon dormait à moitié, inconscient du chaos qui venait d'engloutir leur monde. Elle s'appelait Rachel Turner. Elle avait 26 ans. Et en l'espace de 3 jours, elle avait tout perdu, son foyer, sa stabilité, ses repères. La vie, qu'elle s'était tant appliquée à bâtir malgré les difficultés, venait de s'effondrer comme un château de cartes balayé par une bourrasque. Il y a à peine 3 jours, elle vivait encore dans une petite maison de plain-pied dans un quartier modeste de la ville, avec son mari Brian et leur fils Liam, âgé de 8 mois. Ce n'était pas une vie luxueuse, mais c'était leur vie. Les matins commençaient souvent par les rires du bébé et le café tiède partagé sur le perron. Rachel croyait encore que malgré les dettes, malgré les disputes, malgré les jours d'ombre, l'amour suffirait à tout réparer. Mais Brian avait changé. Lentement d'abord, puis violemment. L'homme doux et attentionné qu'elle avait épousé à 19 ans s'était laissé consumer par l'alcool, les dettes, les jeux de hasard, et surtout, sa propre colère. Il avait perdu son travail dans une usine de pièces automobiles. Il passait désormais ses journées dans les bars, et ses nuits à parier en ligne, souvent avec l'argent du loyer. Les promesses s'étaient transformées en cris. Les excuses en menaces. Puis, un soir, en coups. Ce soir-là, Rachel n'avait pas crié. Elle n'en avait même plus la force. Assise sur le carrelage froid de la cuisine, un filet de sang coulant de sa lèvre fendue, elle avait regardé son fils, qui pleurait dans son berceau. Ce n'est pas pour elle qu'elle avait décidé de partir. C'est pour lui. Pour que Liam ne grandisse pas dans un climat de peur et de hurlement. Pour qu'il ne voie jamais son père frapper sa mère. Pour qu'il puisse, un jour, avoir une autre image de ce que c'est, un homme. Alors, dans un geste presque mécanique, elle avait jeté quelques vêtements dans un sac de sport. Une boîte de lait en poudre. 2 biberons. Une photo de sa mère, morte trop jeune. Puis, sans un mot, elle avait glissé Liam contre elle et franchi le seuil de la porte, sans se retourner. Sans laisser de mots. Sans même savoir où elle allait. Rachel n'avait nulle part où aller. Son regard balayait les rues familières de Charleston, mais aucun endroit ne l'appelait. Aucun visage ne lui venait à l'esprit. Elle était seule. Vraiment seule. Sa mère, une femme douce mais usée par la vie, était morte d'un cancer fulgurant quand Rachel avait 20 ans. Elle l'avait accompagnée dans la souffrance jusqu'à son dernier souffle, veillant à son chevet, tenant sa main même lorsqu'elle ne parlait plus. C'était la dernière personne qu'il avait aimée sans condition. Son père ? Il n'avait jamais voulu d'elle. Il était parti avant même qu'elle apprenne à dire « papa ». Elle se souvenait à peine de son visage. Quelques photos jaunies, un prénom évoqué avec amertume par sa mère, rien de plus. À ses yeux, Rachel n'avait jamais existé. Et les amis ? Oui, elle en avait eu. Des amis de lycée, des collègues du centre commercial où elle avait brièvement travaillé. Mais quand Brian avait commencé à changer, à isoler Rachel, à l'éloigner de tout soutien extérieur sous prétexte de protéger leur couple, elle s'était effacée, une à une. Certaines par lassitude, d'autres par ignorance, d'autres encore parce qu'elle n'avait pas compris les silences, les annulations, les bleus maquillés. La solitude, Rachel la connaissait.
Elle s'y était habituée comme on s'habitue à une douleur chronique. Mais cette nuit-là, debout sous la pluie fine, un enfant dans les bras, ses vêtements humides, ses pieds glacés dans ses baskets trempées, elle découvrit une peur nouvelle. Une peur primitive, viscérale, celle de ne pas survivre. Non pas pour elle, mais pour Liam. Elle regardait les fenêtres éclairées des immeubles comme on regarde un autre monde, des gens au chaud, riant peut-être, mangeant, se plaignant de choses sans importance. Elle ne savait même pas où elle allait dormir dans une heure. Elle marcha longtemps, avec Liam blotti contre elle, jusqu'à ce qu'elle trouve une laverie automatique ouverte 24 heures. L'endroit était vide, éclairé par des néons blafards qui bourdonnaient légèrement. L'air sentait le détergent bon marché, mêlé à une odeur de moisi. Elle s'assit sur une chaise en plastique bleu, près d'un sèche-linge qui tournait sans linge à l'intérieur. Elle avait l'impression d'être invisible. Personne ne lui demandait ce qu'elle faisait là. Tant mieux. Elle berça doucement Liam, espérant qu'il dormirait un peu. Mais il pleurait, inconsolable. Il avait faim, il était fatigué, il sentait l'angoisse de sa mère dans chaque battement de son cœur. Rachel tenta de lui donner le biberon. Il ne restait que quelques millilitres de lait, tiède et dilué. Elle se mit à pleurer en même temps que lui, épuisée, vidée, incapable de calmer son propre enfant. Elle tenta de dormir un peu, la tête contre le mur, mais le sol froid et l'angoisse l'en empêchaient. Elle resta éveillée toute la nuit, l'esprit en alerte, craignant que quelqu'un entre et les chasse. Le lendemain, elle passa la journée à errer dans la ville, évitant les regards, esquivant les questions. Elle changea Liam sur un banc, le nettoya avec des lingettes humides qui lui restaient, et lui murmura des chansons pour le distraire. Elle ne mangea rien. Elle garda ce qui lui restait d'argent pour le lait de son fils. Le soir venu, elle s'approcha d'un hôpital municipal. Elle entra discrètement dans le hall, feignant d'attendre quelqu'un. Elle s'installa dans un couloir, à côté d'un distributeur vide, et garda Liam contre elle. Quand une infirmière passa, elle sourit faiblement et dit : « Mon cousin est en observation. Je vais rentrer bientôt. » L'infirmière hocha la tête, fatiguée, et passa son chemin. Rachel passa la nuit là. Les lumières fluorescentes ne s'éteignaient jamais. Les annonces au haut-parleur, les pas rapides des soignants, les pleurs de patients rendaient le sommeil impossible. Mais c'était mieux que dehors. Il y avait du chauffage. C'était un toit. C'était assez. Le 3e jour, Rachel n'était plus qu'une silhouette vacillante dans le tumulte de la ville. Ses jambes la portaient à peine. Chaque pas lui coûtait. Son dos était en feu à force de porter Liam des heures durant, et son bras droit, endormi, refusait presque de tenir. Son estomac, creux depuis trop longtemps, la faisait souffrir, et sa vision se troublait par moments. Mais ce qui l'épuisait le plus, ce n'était pas la fatigue physique. C'était cette lassitude profonde, cette sensation d'être un poids inutile dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle errait sans direction précise, traînant ses pas sur les trottoirs inondés de soleil. Le contraste entre la chaleur du jour et le froid de son âme la rendait presque malade. Puis, au détour d'une rue, son regard tomba sur une vieille église baptiste en briques rouges, dressée entre 2 immeubles modernes. Un bâtiment modeste, mais solide, portant au fronton une croix de bois simple et un panneau sur lequel était inscrit : « Tous sont les bienvenus ici. Dieu ne rejette personne. » Rachel s'arrêta. Elle resta là un moment, debout devant les marches, fixant cette phrase. Elle sentit son cœur battre plus fort, comme si quelque chose en elle réagissait pour la première fois depuis des jours. Puis, sans réfléchir, elle monta lentement les 3 marches, traînant les pieds, et s'effondra presque sur la dernière, assise, épuisée, le dos voûté, Liam contre elle. Elle n'avait plus d'énergie pour lutter. Plus rien pour se battre. Juste la présence de ce petit être chaud dans ses bras, seule chose encore vivante dans son monde effondré. Une larme solitaire glissa sur sa joue sale, et elle ferma les yeux, priant en silence. Pas pour un miracle. Juste pour ne pas mourir ici, sur ces marches, dans l'indifférence totale. C'est alors que la porte de l'église s'ouvrit lentement, dans un grincement léger. Un homme en sortit. Il était grand, vêtu d'un costume sobre, ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés, un livre de prière à la main. Il s'appelait Révérend Charles Morgan,
un pasteur noir d'une cinquantaine d'années, à la voix posée et aux yeux pleins de cette bonté rare qu'on reconnaît au premier regard. Il s'apprêtait à fermer l'église après la prière du matin, quand il aperçut cette silhouette assise au soleil, fragile et penchée, tenant un enfant comme on s'accroche à la dernière branche avant la chute. Il s'arrêta net, touché immédiatement par ce tableau douloureux. « Mademoiselle. Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix calme, douce, presque paternelle. Rachel leva les yeux, lentement. Ses traits étaient tirés, son visage portait les stigmates de la faim, de la peur et de la honte. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Elle hocha faiblement la tête, comme si mentir était plus facile que dire la vérité. Mais ses yeux, eux, hurlaient. Une panique sourde, une détresse nue. Charles vit tout cela en une seconde. Il vit aussi Liam, emmitouflé dans une couverture sale, les paupières lourdes, les joues creuses. Il vit les vêtements froissés, les mains tremblantes, la maigreur apparente de la mère. Et il comprit. Pas besoin de discours. Pas besoin de poser sans question. Alors, doucement, sans geste brusque, il s'agenouilla devant elle, à sa hauteur. « Venez. Entrez, s'il vous plaît. Vous et votre fils, vous n'êtes plus seuls. On va vous aider. » Rachel ne répondit pas tout de suite. Un instant, elle resta immobile, comme si elle avait mal entendu. Puis, d'un mouvement timide, incertain, elle hocha la tête et se leva, vacillante. Le pasteur tendit la main pour soutenir son coude, mais elle ne la saisit pas encore. La méfiance était encore là, fine et vivace. Mais elle avança. Elle franchit le seuil de l'église en silence. Pour la première fois depuis 3 jours, elle entra quelque part sans être chassée. L'église ne se contentait pas de prêcher l'amour du prochain, elle le mettait en pratique. Derrière le bâtiment principal, accessible par une petite allée latérale bordée de rosiers mal entretenus, se trouvait un centre d'accueil pour femmes en détresse, discret mais chaleureux. Peu de gens en parlaient dans les médias, mais dans le quartier, ceux qui en avaient besoin savaient que le refuge Morgan, comme on l'appelait, était un havre de paix. Au bout de 2 semaines, Rachel accepta une promenade dans le petit jardin derrière l'église. Angela Y rejoignit. Elles s'assirent sur un banc de bois, face aux rosiers un peu fanés. « Vous n'êtes pas obligé de parler, » dit Angela. « Mais si un jour vous en ressentez le besoin, je suis là. Et je ne vous jugerai jamais. » Rachel baissa les yeux. Elle resta longtemps silencieuse. Puis, doucement, presque en chuchotant, elle répondit. « Il m'a frappé, devant Liam. » Les mots étaient sortis. Comme un fil qui se tire lentement d'une couture fragile. Et une fois ce fil libéré, tout le reste suivit. Les peurs, la culpabilité, les insultes, les nuits à pleurer seule, les moments de honte, les promesses brisées, l'amour défiguré. Angela l'écouta sans jamais l'interrompre. Elle prit la main de Rachel quand les mots se bloquaient, elle pleura avec elle quand les silences devenaient trop lourds. Les jours suivants, Rachel accepta de rencontrer une psychologue bénévole, douce et patiente, spécialisée dans les traumatismes liés à la violence conjugale. Les séances furent éprouvantes, mais libératrices. Rachel écrivit aussi des lettres qu'elle n'envoya jamais à Brian, à sa mère, à elle-même plus jeune. Elle commença à écrire un journal. À parler aux autres femmes du centre, à les écouter, à se reconnaître dans leurs histoires. Angela l'aida à entamer les démarches juridiques, protection d'urgence, garde exclusive de Liam, suppression des dettes liées au compte commun. Elle l'accompagna aussi dans les dossiers pour obtenir un logement temporaire et une aide financière. Chaque étape était difficile. Chaque papier à remplir réveillait la peur d'être rejetée. Mais Rachel avançait. Pas à pas. Elle avait retrouvé quelque chose de précieux, sa dignité. Le centre était dirigé par Angela Morgan, la fille unique du pasteur Charles. Une femme dans la trentaine, au visage doux et aux yeux clairs, qui portait des jeans usés, des baskets, et un badge autour du cou. Elle avait étudié le travail social à Columbia, mais avait refusé les offres des grandes ONG pour revenir ici, dans sa ville natale, et faire une différence là où son cœur battait le plus fort. Angela n'était pas du genre à poser 1000 questions dès l'arrivée d'une femme brisée. Elle savait écouter. Elle savait attendre. Quand Rachel franchit la porte du refuge, Angela comprit tout de suite. Le silence.
Les yeux baissés. Les gestes hésitants. Le regard de quelqu'un qui s'excuse d'exister. Angela avait vu cela trop souvent pour se tromper. Alors, sans lui demander de tout raconter, elle l'accueillit comme une sœur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Bienvenue chez toi, Rachel. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu es à l'abri. Rachel fut installée dans une petite chambre au fond du couloir, avec un lit simple, des draps propres, un berceau en bois, une table de chevet et une petite lampe qui diffusait une lumière chaude. Une douche était attenante, avec des serviettes moelleuses, du savon, du shampoing, et une robe de chambre propre. Le bain chaud fut pour Rachel un moment presque irréel. Elle resta de longues minutes assise dans l'eau, les yeux fermés, le front appuyé contre ses genoux. L'eau emportait lentement la saleté, la sueur, mais aussi les souvenirs. Pas tous, bien sûr. Mais pour la première fois en 3 jours, elle ne tremblait plus. Elle n'avait pas à fuir. On lui apporta des vêtements propres, un pull en coton doux, un pantalon de survêtement, une paire de chaussettes chaudes. Elle se sentit presque humaine à nouveau. Elle nourrissait Liam avec du lait frais, préparé dans la petite cuisine commune. Le bébé, lui, s'apaisa. Son sommeil devint plus long, ses pleurs moins fréquents. Mais Rachel restait fermée au monde. Elle parlait peu. Elle passait de longues heures assise près de la fenêtre, regardant le ciel, ou berçant Liam dans un mouvement lent, presque hypnotique. Quand une bénévole lui adressait la parole, elle souriait faiblement, mais ne répondait que par monosyllabes. Elle ne faisait confiance à personne. Pas encore. Elle dormait mal. Elle se réveillait en sursaut la nuit, comme si elle entendait la voix de Brian, les éclats de verre, les cris. Elle cachait son téléphone éteint au fond d'un tiroir, comme s'il pouvait encore la trahir. Elle refusait les visites médicales. Elle refusait l'idée même de parler de tout ça. Elle chantait seulement. Des berceuses à Liam, à voix basse, des chansons que sa mère lui chantait autrefois. C'était sa seule langue, sa seule prière. Angela ne força rien. Elle se contenta d'être là. Tous les jours, elle passait dans la chambre avec une tasse de thé chaud, un petit mot, un sourire. Et lentement, presque imperceptiblement, le cœur de Rachel commença à s'ouvrir. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Rachel avait franchi les portes du refuge les bras vides d'espoir mais pleins de son fils. Et elle avait changé. Ce n'était pas un changement spectaculaire. Pas celui qu'on voit dans les films. C'était un changement profond, discret, mais solide. Chaque matin, elle se levait avec une raison. Liam. Mais aussi elle-même. Sa propre dignité. Sa propre reconstruction. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans la bibliothèque communautaire du quartier, un lieu calme, baigné de lumière, où elle triait les livres pour enfants, rangeait les rayons, conseillait parfois les lecteurs. Les premières semaines, elle avait gardé la tête basse. Mais petit à petit, elle avait commencé à relever les yeux. À sourire. À sentir qu'elle avait encore quelque chose à offrir. Elle participait aussi activement aux réunions de soutien organisées chaque semaine au refuge. Non plus en tant que simple auditrice, mais parfois comme celle qui tendait la main aux nouvelles arrivées. Son histoire était devenue un point d'ancrage pour celles qui ne voyaient plus la sortie. Elle n'avait plus honte de parler. Et quand les autres femmes pleuraient, elle ne leur disait pas « ça va aller », mais plutôt « je suis passée par là, et je suis toujours debout ». En parallèle, elle suivait une formation pour devenir assistante en petite enfance, encouragée par Angela. Elle voulait comprendre, aider, protéger. Elle voulait créer autour des enfants ce cocon qu'elle n'avait pas eu, qu'elle voulait offrir à Liam, et aux autres. Liam, lui, avait retrouvé le rire. Il babillait, s'accrochait à ses jambes, s'endormait contre elle sans cauchemar. Il avait repris du poids, ses joues s'étaient arrondies. Il respirait la paix. Rachel le regardait souvent dormir, la gorge nouée, reconnaissante d'avoir su fuir à temps. D'avoir brisé le cycle. Puis un jour, alors qu'elle terminait son service à la bibliothèque, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Rachel ? C'est moi. Brian. » Sa voix. Cette voix. Elle était différente. Moins assurée. Brisée, même. Il pleurait.
Il parlait vite, entre deux sanglots. Il lui dit qu'il était en cure de désintoxication depuis 6 semaines, dans un centre à Columbia. Qu'il avait rejoint un groupe de parole. Qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait fait. Qu'il était désolé. Qu'il ne demandait rien, juste une chance de voir Liam. De lui dire qu'il l'aimait. Qu'il avait changé. Rachel resta silencieuse. Le téléphone contre son oreille, elle regarda par la fenêtre. Les arbres remuaient doucement dans le vent. Liam jouait dans le coin lecture, une peluche entre les mains. Elle ne dit pas non. Elle ne dit pas oui non plus. Elle n'avait pas besoin de répondre tout de suite. Elle savait maintenant que la guérison n'était pas une promesse. C'était un chemin, semé d'efforts, de rechutes, de volonté réelle. Elle ne vivait plus dans la peur. Et surtout, elle n'attendait plus de permission pour choisir ce qui était bon pour elle. Elle raccrocha doucement. Une larme coula, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de liberté. Quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie organisée dans l'église, Angela invita Rachel à parler devant l'assemblée du refuge, les résidentes, les bénévoles, les fidèles de la paroisse, et quelques anciens pensionnaires venus témoigner de leur propre rédemption. Rachel, habillée d'une robe simple, les cheveux attachés en un chignon modeste, avait Liam assis sur ses genoux. Il s'agitait un peu, jouant avec le micro. Elle le calma d'un geste doux, puis leva les yeux vers la salle. Des dizaines de regards l'observaient. Et pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle prit une inspiration, et parla. Il y a 1 an, j'étais dans la rue. Avec mon fils dans les bras. Je ne savais pas où aller. J'avais honte. J'étais brisée. Invisible. Je pensais que personne ne se soucierait jamais de moi. Un silence attentif régna dans la salle. Certaines femmes essuyaient déjà leurs larmes. Mais ce jour-là, quelqu'un m'a vue. Vraiment vue. On m'a accueillie. On ne m'a pas demandé ce que j'avais fait, ni pourquoi j'en étais là. On m'a simplement tendu la main. Et grâce à cela, j'ai pu tenir bon. Me laver. Me reposer. Reconnaître mon propre reflet. Elle regarda Liam qui la fixait avec innocence, puis continua. Aujourd'hui, je suis debout. Pas parce que j'ai été forte. Mais parce que des gens m'ont aimée sans condition. Parce qu'ils ont cru en moi quand je n'y croyais plus moi-même. Et maintenant, je veux faire la même chose. Pour une autre femme, quelque part, qui pense qu'elle ne vaut plus rien. Je veux lui dire, tu n'es pas seule. Tu es digne d'amour. Tu peux guérir. Un tonnerre d'applaudissements éclata. L'assemblée se leva, les cœurs serrés, les visages trempés de larmes. Angela, émue, serra la main de son père assis à côté d'elle, et lui glissa à l'oreille. Tu vois? Elle va changer le monde. À sa manière. Une femme à la fois. Rachel n'avait pas tout oublié. La douleur existait encore, parfois tapie dans un coin de son esprit. Mais elle ne gouvernait plus sa vie. Elle avait compris qu'au fond des ténèbres les plus épaisses, il pouvait y avoir une lumière. Pas celle d'un miracle. Mais celle d'un regard bienveillant, d'un geste silencieux, d'une main tendue. Et dans cette lumière, Rachel s'était reconstruite. Pas comme avant. En mieux.